Dama tournait et retournait la lettre entre ses doigts. Il était ému. C'était une lettre de son frère Aldino, ou plutôt Ali Bétchine d'Alger, la ville la plus célèbre au monde, la capitale de la piraterie, dont le port était devenu la base commerciale et militaire la plus importante de la Méditerranée. Il prit son courage à deux mains. Il coupa avec la pointe du couteau le côté le plus long du rectangle de papier qui la renfermait. Il soupira et lut. « Hola, Dama, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Je suis un seigneur. Je possède un palais que tu ne peux même pas imaginer. J'ai des tas d'hommes qui travaillent pour moi. En somme, pour résumer, je suis un vrai pacha, dans tous les sens de la parole. Papa et maman m'ont écrit qu'ils voulaient venir et ils m'ont dit que toi, tu travailles à la Prukiana dans la carrière de Frascon. Tout va bien? Tu t'y plais? Parce que sinon, tu peux toujours venir ici chez moi. Et quelque chose à faire, je te le trouverai sans doute. Ici, si on n'est pas paresseux, on réussit toujours à gagner sa vie. À Alger, on en voit de toutes les couleurs, des personnes de toutes les races qui parlent un tas de langues différentes. Mais on y vit bien. Écoute-moi, j'aurais besoin de quelques plaques de marbre de la Brugiana. Il s'agit bien du marbre Paonazzo, c'est ça? Je dois faire le sol d'une mosquée qui est comme l'église pour les musulmans. Tu me ferais un grand plaisir si tu parlais avec ton patron pour demander si on peut faire cette affaire. Ça te va? Porte-toi bien et écris-moi. Ciao. Le Corbadji Ali Bichini Pacha était à la tête de la Horta, un groupe de quelques centaines d'hommes voués tous à une seule mission: venger le Raïs Fetah Allah et ses hommes et anéantir la sournoise lâcheté française. Après une marche forcée de 8 jours, la colonne se mit en bivouac dans un petit bois d'eucalyptus au sommet d'une colline du Djebel el-Kala, sur les terres de la tribu amie des Kroumir, à partir de laquelle on dominait le bastion de France. À l'est, on voyait Tabarka, qui, dans le plan d'Ali Pacha, devait servir de base pour la mission finale. La cavalerie tartare, en support au Pacha, arriva à Tabarka au crépuscule. Le bey de Tunis attendait avec anxiété les soldats envoyés en éclaireur par Ali Bétchine et, à leur arrivée, il les dirigea vers le palais d'été en secret, escorté par des dizaines de gardes-morts. Là, à l'abri des regards indiscrets, le chevalier Ismaïl Ben Marouf, un berbère formé à la Yenisséni Katib, compagnon de promotion et ami fraternel d'Ali Bétchine, remit une lettre au bey qui l'ouvrit, la lut à voix basse, hochant la tête en signe d'approbation et dit: « Ce qu'on me demande dans cette missive sera fait. Pour Ali Bétchine, pour Dieu, pour El Djezaïr et contre les chrétiens qui sont l'incarnation terrestre du démon. Allahu Akbar. » Ali se reposait sur la rambarde d'une galéasse chargée de marbre Paonazzo des Alpes Apuades. La navigation procède avec fluidité et à l'horizon, on ne voit pas l'ombre d'une voile ennemie. Ali entend un choc terrible. L'arbre de trinquet qui se casse et qui est sur le point de tomber sur l'équipage sous couvert. Ali crie et se réveille en sursaut. Autour de lui, dans le petit bois d'eucalyptus, il y avait ces soldats habillés de noir, prêts pour la mission et animés d'une soif de vengeance et d'une méchanceté qui n'était pas dans leur nature, accumulée depuis le jour du massacre du Bastion. Ali Pacha se passe du col à l'intérieur des yeux et avec le henné se colore les paupières. Habillés de larges pantalons noirs, bottes noires, chemises noires, bande abdominale de toile noire, ils avaient tous le même uniforme, celui de la mission punitive. À la ceinture, ils portaient un sabre en bandoulière, un arc et un carquois plein de flèches ornées de plumes noires, et à la main, une hallebarde. Tête et visage étaient recouverts par un chèche noir qui remontait jusqu'au-dessus du nez, laissant libre un regard terrifiant. « Notre moment est arrivé !» crie Ali Pacha. « Dragut est avec nous. L'épée vengeresse de l'islam abreuvera notre soif de vengeance. Bismillah, bismillah. » Après le rite martial,
Ali dispose les hommes en 2 colonnes, l'une faisant fonction d'avant-garde, l'autre d'arrière-garde. Une fois créée la formation, ils se mettent en marche. La cavalerie tartare devrait accomplir la mission de jonction entre les 2 parties. Le bruit des cymbales et des tambours précède l'arrivée à Tabarka des janissaires. Un bruit sinistre et inquiétant qui provoquait un sentiment de terreur même parmi les populations amies, qui préféraient se barricader en sécurité derrière les portes de leur maison avec leurs enfants. En tête de la troupe défilait Ali Pacha, chef de la taïfa, le lion des mers, dont le renom désormais brillait outre les frontières de la régence d'Alger. Arrivé en proximité du bastion, rendu invisible par la complicité d'une nuit amie, les 4 janissaires montent sur une chaloupe, prennent le large et se dirigent vers la côte accidentée. Après la poussée de départ donnée par quelques vigoureux coups de rame et par le fort courant complice qui tirait en direction de la rive, les occupants allument un feu d'étoupe, se jettent en mer et restent à regarder la barque qui s'approche du bastion livrée aux aléas des vagues et des flammes. Les gardes françaises du bastion donnent l'alarme avec des salves de canon sur les collines environnantes. Des feux frénétiques s'allument et des cloches de l'église se mettent à sonner, affolées. Les gens du village dormaient tranquillement, condition qui vira brusquement vers un état d'éveil et de consternation qui porte la population vers une recherche désordonnée d'un refuge à l'intérieur des murs de la forteresse. Les miliciens français se regroupent, cachés derrière les murs du bastion, arquebuses en main, à l'abri du feu ennemi. Quand, après 2 heures d'attente, ils n'entendirent ni bruit ni voix et qu'il n'y eut aucune attaque ennemie, mus par la curiosité, ils commencent à se pencher au-delà des murs et à crier des ordres, dictés plus par la peur que par la volonté d'obtenir des réponses. Ils tirent un long soupir collectif de soulagement quand ils ne virent qu'une chaloupe brûlée prise dans les rochers au pied de la forteresse, et même pas l'ombre d'un ennemi. Mais la sérénité des soldats français ne dura que le temps d'un battement de cils. L'un d'entre eux, surnommé Faucon, pour sa vue aiguë, qui réussissait à voir loin même la nuit, reconnut nettement, plantée à la proue de la chaloupe, la bannière verte portant le croissant de lune et l'étoile, le drapeau d'El Jezaïr, celui des corsaires, les prédateurs les plus féroces de la Méditerranée. Tout de suite, des rafales de coups de feu désordonnés partent en direction de rien et de personne. Le seul objectif, sûr, était la barque, qui finit pulvérisée par la pluie de boulets et de mitrailles. Pour le reste, les Français tiraient contre le vent, la mer, les oiseaux marins, la lune. Ils voyaient des corsaires partout, mais il n'y en avait nulle part. Ce silence lugubre, en plus, mettait leur nerf à dure épreuve. Ils auraient préféré un vrai affrontement armé plutôt que de combattre contre des fantômes de corsaires. C'était presque l'aube. Les Français étaient au bout de leur force. Après une nuit sans sommeil, à court d'énergie, ils cherchent à récupérer quelques forces en restant assis par terre, le dos appuyé contre le mur du bastion. Vers midi, vaincus par la fatigue, ils se rendent à un sommeil indomptable. Voilà Ali Pacha. Voilà le stratège. Voilà le lion des mers. Ses habiletés militaires, encore une fois, portèrent l'effet voulu. Dès la nuit précédente, lui et ses hommes sont restés cachés sur les collines derrière le bastion de France. Après un dîner frugal à base de dattes et d'amandes, ils avaient dormi, puis ils ont mis à cuire à petit feu les nerfs vifs des Français. Et maintenant que l'ennemi était cuit à point, ils pouvaient finalement lancer leur offensive mortelle, puis tomber dessus depuis les hauteurs comme des rapaces et le prendre dans leurs griffes. Ali Pacha avait vécu des mois durant avec une douleur qui le dévorait de l'intérieur. L'impératif qu'il se donnait chaque matin à haute voix, répété comme un mantra, était de venger le raïs et tout l'équipage massacré. Mais, maintenant qu'il était arrivé à l'épilogue de ce parcours, avec l'esprit lucide d'un homme qui tient en premier lieu à l'intérêt de sa nation, et avec l'intelligence émotive digne d'un chef d'État,
Il décide avec ses soldats, qui étaient aussi des amis fraternels, de ne pas répandre inutilement le sang. À l'ordre d'Ali, les janissaires se mettent en 2 rangs, le premier à genoux, le second derrière, debout. Avec un calme olympien, les archers du premier rang tirent de leur cartois une flèche et après qu'il est disposé sur l'arc, ils enflamment les plumes noires. Ils quittent les arcs en sifflant et dessinent dans le ciel une parabole en forme de croissant de lune dont l'extrémité finale finissait à la mer dans laquelle s'enfoncent les projectiles. Les quelques Français échappés aux bras de Morphée, en proie du délire de la fatigue, se persuadent que ce qu'ils voyaient était le fruit de leur imagination et n'y accordent aucune attention. Quelques instants plus tard, les hommes d'Ali Bechin Pacha sont à l'intérieur des murs et prennent les soldats ennemis, exténués par surprise, les enchaînent tous. Ils épargnent les femmes, les enfants et les vieillards. Puis, ils se mettent en marche vers Al-Jazaïr, leur patrie, le repère des corsaires. Ils avaient capturé des centaines d'esclaves entre soldats français et robustes pêcheurs de corail. Beaucoup d'argent en perspective pour les caisses de la Régence. Un gros coup, l'énième victoire d'Ali Bechin Pacha.